Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger dans le résumé en avance de l'épisode 500 de Plus belle la vie, encore plus belle, un épisode événement qui marque un véritable point de rupture dans l'histoire récente du Mistral. Un épisode où la confiance se brise, où les soupçons deviennent impossibles à ignorer, et où le danger, longtemps tapi dans l'ombre, éclate enfin au grand jour. Depuis la disparition de Martin, une tension sourde s'est installée au commissariat. Rien n'est plus comme avant. Idriss, habituellement méthodique et posé, est hanté par une intuition tenace, quelque chose ne colle pas. Derrière le calme apparent du capitaine Stanislas, derrière son discours lisse et son dossier irréprochable, se cache une zone d'ombre que personne n'avait vraiment voulu regarder en face. Les appels passés à Lyon ne font que renforcer ce malaise. Là-bas, ses anciens collègues dressent tous le même portrait, un homme solitaire, travaillant à l'écart, dont la mutation reste entourée de silence. Aucun motif clair. Aucune explication officielle. Et plus Idriss creuse, plus l'absence de réponse devient inquiétante. Pendant ce temps, sur le terrain, l'enquête avance à pas feutrés. Aucun mouvement suspect sur le compte de Luna. Aucun indice financier. Pourtant, une certitude s'impose peu à peu, Luna et Martin ne sont pas livrés à eux-mêmes. Quelqu'un les aide. Quelqu'un les protège. Peut-être même quelqu'un que tous côtoient chaque jour sans se douter de quoi que ce soit. Au Mistral, les apparences ont souvent été trompeuses, et cette fois encore, la vérité pourrait se cacher au plus près. Alors que la menace se précise, la vie continue, en surface, avec ses hésitations et ses espoirs fragiles. Noémie s'accroche à un nouveau projet, celui de la route, de l'indépendance, d'un avenir qu'elle ose enfin imaginer loin des murs familiers du quartier. Thomas, lui, vacille. Fatigué de lutter contre ses propres doutes, il est à deux doigts de renoncer, avant d'être brutalement confronté à ses limites et à ce qu'il refuse encore de voir en lui-même. Quant à Blanche, elle se retrouve acculée, interrogée, sommée de répondre à des questions qui font vaciller ses certitudes et la place face à ses propres responsabilités. Mais pendant que certains tentent de reprendre le contrôle de leur vie, une traque silencieuse est déjà en marche. Une caméra de surveillance révèle que Luna et Martin sont toujours en fuite. Un véhicule de service disparaît sans laisser de traces. Un tracker est volontairement désactivé. Et soudain, une planque est localisée avec une précision troublante. À partir de cet instant, tout s'accélère. L'enquête bascule dans une course contre la montre où chaque minute compte. Idriss et Ariane comprennent qu'ils ne sont plus seulement face à une affaire délicate, mais face à un danger imminent. Car si Stanislas a découvert la vérité avant eux, s'il a fait le lien que personne n'osait formuler, alors il pourrait décider d'agir seul, en dehors de toute règle, en dehors de toute limite. Et lorsque Luna et Martin croisent enfin sa route, au bord de la mer, dans ce calme trompeur où le vent et les vagues semblent suspendre le temps, il n'est plus question de procédure, ni de hiérarchie. Il ne reste que la peur, la confrontation, et un choix irréversible. Quelques secondes suffisent pour que tout bascule. Des coups de feu résonnent. Et avec eux, la certitude que plus rien ne sera jamais comme avant au Mistral. Dans cet épisode 500, Plus belle la vie, encore plus belle franchit un cap décisif. Les masques tombent. Les lignes morales se brouillent. Et les conséquences de cette nuit vont marquer durablement tous ceux qui y sont mêlés. Alors jusqu'où Stanislas est-il prêt à aller? Idriss parviendra-t-il à arrêter l'inévitable à temps? Et surtout qui sortira réellement indemne de cette confrontation au bord de la mer? Installez-vous, car voici maintenant le résumé détaillé de cet épisode aussi tendu que bouleversant. L'atmosphère est tendue au commissariat du Mistral. Depuis l'incident avec Martin, Idriss a le visage fermé, le regard méfiant. Quelque chose ne tourne pas rond avec le nouveau capitaine Stanislas et cette intuition, il en est sûr, mérite d'être creusée. Dans le bureau, Boé le rejoint, intrigué par ses coups de fil incessants. « Tu cherches quoi, exactement ?» demande-t-il. « Des infos sur notre cher capitaine Beaumont. Tu crois qu'il t'a menti ? » Je ne crois rien, je vérifie. Quelques minutes plus tard, Idriss raccroche après un dernier appel à Lyon. Et ben voilà, ses anciens collègues n'étaient même pas au courant de sa demande de mutation. Ils l'ont appris au dernier moment.
Boé fronce les sourcils. C'est bizarre. Ouais, surtout que tous me disent la même chose, c'est un mec solitaire, qui bossait dans son coin. Aucun d'eux ne sait pourquoi il a quitté la crime. Idriss, pensif, lâche. Un flic qui débarque ici avec un dossier nickel, aucune faute, et personne qui sait pourquoi il est parti. Ça sent pas bon. Pendant ce temps, Stanislas est en mission avec Luna, toujours bouleversé par la disparition de Martin. Assis face à un ordinateur, il consulte les relevés bancaires. Pas de mouvement suspect sur ton compte, Luna. Rien qui puisse indiquer une rançon ou un transfert. Elle, nerveuse, se mord la lèvre. Tu crois qu'il est tout, alors? Je pense qu'il est planqué chez quelqu'un qu'il connaît. Peut-être un proche, un ami, quelqu'un du Mistral. Luna hoche la tête. Alors on va poser des questions. Si quelqu'un a vu quelque chose, on finira par savoir. Quelques minutes plus tard, ils arpentent ensemble la place du Mistral. Les habitants les observent, intrigués. Stanislas prend un ton calme, presque trop doux. On cherche un adolescent, Martin. Il pourrait avoir demandé de l'aide sans vouloir vous mettre dans l'embarras. Mais derrière cette façade sereine, Idriss, resté au commissariat, observe les caméras de surveillance. Et en voyant Stanislas sur le terrain, une certitude s'impose à lui. Quelque chose cloche. Ce flic-là ne dit pas tout. Et au Mistral, les vérités cachées ne le restent jamais bien longtemps. Dans l'appartement, l'ambiance est studieuse. Noémie est penchée sur un tas de papiers, entourée de formulaires et de fiches de code de la route. Vadim, intrigué, passe la tête par la porte du salon. C'est quoi tout ça? On dirait que tu prépares un concours. Presque. Je me suis inscrite à l'auto-école. Répond-elle, un grand sourire aux lèvres. Quoi? T'aurais pu m'en parler? Je voulais être sûre de moi avant de te le dire. Et puis j'ai pris l'option accélérée. Vadim écarquille les yeux. Accéléré? Donc tu veux ton permis genre maintenant? D'ici 2 mois si tout va bien. Elle lève la tête, un brin malicieuse. J'ai un projet derrière la tête. Ah oui? Je dois m'inquiéter? Pas du tout. J'aimerais réserver un van pour mai. Juste nous deux, direction les gorges du Verdon. Vadim s'immobilise, surpris par la douceur de la proposition. Les gorges du Verdon, carrément? Oui. Le soleil, la route, la liberté. Sans stress, sans Marseille. Un sourire sincère se dessine sur le visage de Vadim. C'est quoi? Si t'as ton permis d'ici là, je m'occupe du barbecue et de la playlist. Marché conclu. Noémie rit, un peu nerveuse, mais heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, elle se projette vers autre chose, vers ailleurs. Et dans ses yeux, on sent briller cette envie nouvelle, reprendre le volant de sa vie. Dans le bureau élégant de Vanessa Kepler, l'atmosphère est tendue. Thomas entre, nerveux, les mains enfoncées dans les poches, un dossier chiffonné sous le bras. Vanessa, faut qu'on parle. Elle relève la tête de son ordinateur, l'air intrigué. Tu fais cette tête-là quand t'as fait une bêtise ou quand t'abandonnes. Je dois deviner? Je laisse tomber les cours. Lâche-t-il, d'une voix lasse. Vanessa arque un sourcil. Pardon? Tu plaisantes, j'espère. Non. J'ai voulu faire le malin, me prouver que j'en étais capable, mais j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Les études, c'est pas pour moi. Je suis nulle en affaires, nulle en tout ça. Vanessa se lève lentement, contourne son bureau et se plante devant lui, les bras croisés. Tu deviens mou comme un bulot, Thomas. Il la regarde, surpris. Merci pour le compliment. Je suis sérieuse. T'abandonnes dès que c'est un peu difficile. Thomas sort un devoir de sa sacoche, le jette sur le bureau. Regarde. J'ai complètement raté le sujet. Je pensais parler de gestion, j'ai fait une dissertation sur la morale en entreprise. Je suis à côté de la plaque. Vanessa feuillette les pages, hausse les épaules.
Et alors? Tu crois que moi, je réussissais tout du premier coup? Toi, t'as la tête pour ça. Pas moi. Faux. Tout est une question de mental. T'as envie ou pas? Thomas hésite. Elle s'approche, le regarde droit dans les yeux. Tu veux rester le barman sympa du Mistral toute ta vie? Ou tu veux te battre pour devenir quelqu'un que t'as toujours rêvé d'être? Silence. Puis Thomas souffle, un sourire au coin des lèvres. T'as gagné. Je continue. Mais si je me plante encore, tu m'offres un verre. Vanessa sourit, triomphante. Marché conclu. Mais pas un verre. Une bouteille. Thomas ressort du bureau un peu plus léger, un peu plus déterminé. Et dans le regard de Vanessa, on devine une pointe de fierté, elle vient de rallumer chez lui l'étincelle du courage. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat, Blanche garde les mains croisées, les doigts crispés. Son visage trahit la fatigue, mais surtout une angoisse sourde. Ariane et Stanislas sont assis en face d'elle, impassibles. Je vous l'ai déjà dit, je suis morte d'inquiétude pour Luna. Répète-t-elle, la voix tremblante. Ariane note quelque chose sur son dossier sans lever les yeux. Justement, si vous êtes si inquiète, pourquoi ne pas avoir prévenu plus tôt la police? Blanche soupire, exaspérée. Parce que je croyais qu'elle allait bien. Elle m'a dit qu'elle gérait la situation, qu'il ne fallait pas s'affoler. Gérer? Vous trouvez que cacher un adolescent dans un cabanon, c'est gérer? Lance Ariane sèchement. Stanislas, lui, observe silencieusement chaque geste de Blanche. Puis, d'un ton posé, il lâche. C'est intéressant, la position de vos mains. Vous les tenez si fort qu'on dirait que vous essayez de vous empêcher de trembler. Blanche le fixe, déstabilisée. Vous croyez quoi, que je mens? Je pense que vous tentez de vous contenir pour rester fidèle à votre version. Ariane enchaîne, implacable. Vous savez que vous pourriez être poursuivi pour non-assistance à personne en danger? Si Luna a mis Martin en danger, et que vous étiez au courant, c'est aussi votre responsabilité. Le silence retombe dans la pièce. Blanche baisse les yeux, incapable de répondre. Ses doigts se desserrent enfin, tremblants. Dans son regard, la peur a remplacé la colère, la peur d'avoir, peut-être, protégé l'ami qu'il ne fallait pas. Pendant ce temps, à l'extérieur du cabanon, Luna s'aventure prudemment. Martin, enfermé, frappe contre la porte. Luna, ouvre. J'étouffe là-dedans. Non, c'est trop dangereux. Je t'en supplie, juste une minute. La voix de l'adolescent résonne, haletante. Luna hésite, regarde autour d'elle. Puis, résignée, elle tourne la clé. Martin jaillit, haletant, mais déterminé. Je vais chercher une autre sortie. Je peux pas rester ici. Luna lui crie de revenir, mais il s'éloigne déjà. Et dans l'air froid du soir, une tension nouvelle s'installe, celle d'un danger invisible, qui semble guetter chacun de leurs pas. Dans la cour de l'auto-école, Noémie termine sa manœuvre d'un geste sûr. Le moteur s'arrête net, et Eddie, le directeur, affiche un large sourire. Eh bien, je vois rarement ça à un premier essai. Vous avez déjà conduit, non? Quelquefois, avec un ami. Mais rien d'officiel. Répond Noémie, faussement modeste. Eddie hoche la tête, impressionné. Bon réflexe, regard périphérique nickel, gestion des distances franchement, je vous prends sans hésiter. Et si ça vous va, je serai votre moniteur. Noémie sourit, ravie, tandis qu'à quelques mètres, Vadim observe la scène, bras croisés, l'air fermé. Quand elle le rejoint, il lâche. Il a pas l'air de te prendre seulement pour une élève, ton Eddie. Oh, arrête, tu vas pas me faire une crise de jalousie pour un moniteur d'auto-école. Je dis juste qu'il a un regard un peu trop bienveillant. Noémie rit doucement. Eh ben, pas de combat de coq, d'accord? Je veux juste mon permis, pas une guerre d'ego. Elle dépose un baiser sur sa joue avant de s'éloigner, laissant Vadim avec son sourire contrarié et un brin de fierté caché. Pendant ce temps, chez les Marcy,
Gabriel a transformé le salon en salle de révision improvisée. Thomas marmonne son cours, un stylo coincé entre les doigts, l'air concentré ou presque. Alors, l'économie comportementale, c'est quoi déjà? Demande Gabriel. Un truc sur les comportements? Brillant. Soupire Gabriel, en roulant des yeux. Thomas laisse tomber son stylo. Franchement, j'y arrive pas. Depuis que j'ai revu Vanessa, j'ai la tête ailleurs. Gabriel lève un sourcil, mi-amusé, mi-inquiet. Elle t'a phagocyté le cerveau, ma parole. T'étais plus motivé quand tu devais faire un tiramisu pour 20 couverts. Thomas proteste. Mais non. Elle me pousse à me dépasser, c'est tout. Ou elle te fait croire que t'en es incapable pour mieux te manipuler. Thomas reste silencieux. Gabriel le fixe, adoucissant le ton. Je dis ça parce que je t'aime, pas pour te décourager. Révise. Prouve-lui et à toi que t'en es capable. Thomas reprend son stylo, plus déterminé. Et dans le regard de Gabriel, on lit une certitude, ce n'est pas Vanessa qu'il doit convaincre, mais lui-même. Au commissariat, la tension est palpable. Ariane fixe l'écran de vidéosurveillance, l'image légèrement floue montre Luna et Martin marchant rapidement, capuche sur la tête, un sac à la main. C'est bien eux, souffle-t-elle. Idriss, penché sur la table, acquiesce. L'heure, la localisation? Hier soir, 22h14, sur le port. Répond Ariane. Elle croise les bras, un léger soupir de soulagement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont vivants. La mauvaise, c'est qu'ils savent très bien se planquer. Idriss serre la mâchoire. Ils ne sont pas seuls. Quelqu'un les aide, j'en suis sûr. À ce moment, Morgane surgit, un dossier à la main, le visage grave. Idriss, j'ai vérifié le parc automobile, Stanislas a pris un véhicule de service ce matin. Pas de destination indiquée. Tu plaisantes? Non. Et son téléphone est éteint. Idriss échange un regard inquiet avec Ariane. Il les a peut-être retrouvés. Morgane consulte sa tablette. Le tracker GPS du véhicule a été désactivé il y a 1 heure. Il sait qu'on le suit. Donc il a trouvé leur planque. Conclut Idriss, les yeux rivés sur la carte. Un silence s'installe. Ariane murmure. S'il les a rejoints, on ne sait pas dans quel état on va les retrouver. Idriss enfile sa veste, déjà prêt à partir. Morgane, tu me récupères toutes les dernières caméras autour du port. Et toi, Ariane, tu contactes la gendarmerie maritime. On va le coincer avant qu'il fasse une connerie. Son ton ne laisse aucune place au doute. La traque vient de commencer. Au commissariat, Ariane et Idriss sont penchés sur l'ordinateur de Stanislas. Les lignes de code défilent, et soudain, une fenêtre s'ouvre, une carte s'affiche, un point rouge clignote. Regarde ça, il a localisé le cabanon. Dit Idriss, les yeux écarquillés. Ariane zoome sur les coordonnées GPS. Il savait exactement où ils étaient. Donc il les a trouvés avant nous, souffle Idriss, blême. En fouillant plus loin dans les fichiers, Ariane tombe sur une série de photos. Attends, regarde cette image. Blanche, avec un appareil photo. Idriss s'approche, lit l'inscription sur l'écran de l'appareil. Hector Kepler. Ariane comprend aussitôt. Il a fait le lien. Il sait qui est Martin. Idriss tape du poing sur la table. Merde, il a tout compris. S'il pense que Martin est le fils d'Hector Kepler, il va vouloir faire justice lui-même. Pendant ce temps, Luna et Martin marchent le long du rivage, le vent fouettant leur visage. L'air marin leur donne un bref sentiment de liberté, une illusion fragile. Martin esquisse un sourire. T'as vu, c'est presque calme, ici. On dirait que le monde s'arrête. Luna, plus grave. Justement, trop calme. Soudain, une silhouette se dessine plus loin, se rapprochant lentement. C'est Stanislas, le visage fermé, les yeux sombres. Vous n'auriez jamais dû fuir. Dit-il d'une voix glaciale.
Luna, méfiante. Où est Idriss? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Idriss? Il ne viendra pas. Vous allez rentrer avec moi, tous les deux. Hors de question. Vous avez perdu la tête, capitaine. Martin s'interpose, les poings serrés. Laissez-la tranquille. Stanislas fait un pas en avant, son regard devient fixe, presque halluciné. Je vous ramène au cabanon. C'est là que tout doit se terminer. Luna comprend que quelque chose a basculé. Elle attrape Martin par le bras. Cours. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, le coup part. Une détonation sèche déchire le silence. Puis une autre. Luna s'effondre, touchée. Martin tombe à genoux, une main sur son flanc, le souffle coupé. Le vent emporte les cris, la mer avale l'écho des balles. Et sur le sable, Stanislas, l'arme fumante, observe la scène impassible, comme si le monde autour de lui venait de s'éteindre. Et c'est ainsi que se referme cet épisode 500 de Plus belle la vie, encore plus belle, sur une sensation de vertige et de basculement irréversible. Rien n'est plus comme avant. Ce qui n'était au départ qu'un soupçon diffus est devenu une réalité brutale. La ligne entre le devoir et la dérive a été franchie. Les certitudes ont explosé au même moment que les coups de feu, laissant derrière eux des corps à terre, des silences assourdissants et des questions sans réponse. Au Mistral, chacun va désormais devoir faire face aux conséquences. Idriss, hanté par l'idée qu'il aurait peut-être pu agir plus tôt. Luna et Martin, marqués à jamais par cette nuit où la peur a pris le dessus sur toute forme de raison. Et Stanislas, enfermé dans un engrenage qu'il a lui-même déclenché, convaincu d'agir pour le bien, mais incapable de mesurer jusqu'où cela l'a mené. Car au fond, cet épisode pose une question essentielle: que se passe-t-il quand un policier décide de devenir juge et bourreau? Quand la vérité, au lieu d'apaiser, nourrit la violence? Quand la justice quitte le cadre pour se transformer en obsession personnelle? Les prochains jours s'annoncent lourds de tensions, de remises en question et de fractures profondes. Les alliances vont vaciller. Les silences vont peser. Et certains secrets, désormais exposés, ne pourront plus jamais être enterrés. Une chose est sûre, le Mistral vient de vivre un point de non-retour. Et les répercussions de cette nuit au bord de la mer continueront de hanter ses habitants bien au-delà de cet épisode. Merci d'avoir suivi ce résumé jusqu'au bout. Si vous voulez connaître la suite, comprendre comment chacun va tenter de se relever ou de sombrer davantage, alors restez avec nous. La suite de Plus belle la vie, encore plus belle s'annonce plus sombre, plus tendue et plus imprévisible que jamais.